Bonjour et bienvenue à ce talk intitulé Understanding Kubernetes in a Visual Way. Je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeur de code chez OVH Cloud. Et moi, ce que j'aime avant tout, c'est aider les autres et c'est essayer d'expliquer des concepts compliqués avec des mots simples et des illustrations, donc dans des sketch notes, dans des blog posts, dans des tutoriels, des vidéos et même des livres. Cool. Kubernetes est devenu le standard de facto dans le monde de l'orchestration de conteneurs. On entend parler tous les jours. Mais comprendre Kubernetes peut être difficile et prendre du temps. Et il n'est pas facile de savoir par où et comment commencer. Donc, peut-être qu'une nouvelle façon d'apprendre peut nous aider à comprendre Kubernetes ainsi que les autres composants du cloud. Et si je vous disais qu'il y a 4 ans, déjà, j'ai inventé une nouvelle façon d'expliquer Kubernetes de manière visuelle par accident. Je vais raconter du coup une petite histoire. En 2020, lors du premier confinement, je me suis mis sur mon lit un samedi ou dimanche après-midi et je me suis demandé comment moi je me représentais un pod, un des concepts de Kubernetes. J'ai gribouillé des Pokéballs. Ok, c'est chelou, hein, je vous l'accorde, mais pour moi, en fait, un pod, c'est comme une Pokéball. On peut y mettre un ou plusieurs conteneurs. Et en fait, j'ai gribouillé ceci, en fait. Donc oui, je vous l'accorde, c'était pas très beau, mais c'était la petite graine. C'était une ébauche et le début d'une grande aventure. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tweeté, en fait. J'ai tweeté direct, je me suis dit, c'est pas très beau, mais je tente. Et en fait, j'étais agréablement surpris parce que ça a plu et on m'a même demandé de continuer. Donc, ce que j'ai fait. Et en fait, Kubernetes, je l'utilise depuis des années. En travaillant chez Continental, j'ai développé et déployé des microservices pour les véhicules connectés et autonomes. Et du coup, je suis très vite tombé sur Kubernetes. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout, avec plein de concepts que je ne connaissais pas du tout également, et ça m'a vite plu. Et je vous promets qu'il y a 7 ans, Kubernetes avait donc 3 ans. Et il n'était pas aussi mature qu'actuellement. Donc du coup, c'était très compliqué. Mais c'était une aventure qui a été très intéressante. Et du coup, j'ai sketchnoté tous les jours, tous les soirs, pendant des mois et des mois. Et en fait, j'avais l'impression que j'avais plein de choses dans la tête qu'il fallait que je les sorte en sketchnotant. Ce que j'ai fait. Et je les ai publiées au fil de l'eau dans mon blog et sur réseau. Et en fait, de mois après mois, j'en ai fait un e-book. Donc j'ai fait un e-book sur Kubernetes. Et après quelques temps, j'ai changé de tablette pour améliorer la qualité. Et j'ai tout réécrit. Oui, tout. J'ai vraiment tout réécrit et j'ai même créé 150 nouvelles pages. Et j'ai encore tout redessiné et réécrit pour que ça s'adapte en fait aux marges du livre papier. Tout d'un coup, 2 ans plus tard, j'ai créé mon livre sur Cube avec des dessins en fait, donc sur un livre papier. Ça y est. Youhou! Et ce n'est pas terminé en fait. Parce qu'en fait, car le livre, car il comprend les concepts de Kubernetes, les pods, les nodes, les volumes des outils et même les changelog depuis Kubernetes 1.18. Et je suis allée encore plus loin. J'ai fait des vidéos courtes sur Kubernetes pour expliquer chaque concept en 2-3 minutes avec un mélange de vidéos et de sketchnotes. Et je continue de créer des sketchnotes au fil de l'eau selon les nouvelles mises à jour de Kubernetes. Et du coup, je mets à disposition chaque mise à jour du PDF de manière gratuite. Mais pourquoi expliquer différemment est-il important? On est actuellement environ 8 milliards d'individus sur Terre. On est tous très différents, on n'a pas les mêmes modes de réflexion, on n'a pas les mêmes logiques.
Et il y a environ 15% de neuroatypiques diagnostiqués dans le monde. Et la majorité des livres informatiques se ressemblent. Un peu beaucoup, là, je trouve, quand même. Et donc, nous avons besoin de différentes manières de apprendre et de expliquer les choses. Et si maintenant, je vous expliquais Kubernetes d'une manière visuelle, ouais ou pas? Allez-y. Commençons par le commencement. Kubernetes, c'est quoi? Kubernetes est un orchestrateur de conteneurs open source. Bon, j'avoue, cela ne nous avance pas trop. Imaginez Kubernetes comme un chef d'orchestre. De manière déclarative, on va demander à l'orchestrateur ce qu'on le veut, et ce dernier va tout faire pour que cette demande, cet état, soit tout le temps respecté. Il va gérer pour vous les conteneurs, les machines, les ressources, la communication entre les conteneurs, de l'extérieur vers l'intérieur, etc. Pour cela, on va écrire des manifestes YAML. Ce sont les partitions que notre chef d'orchestre Kubernetes doit suivre. Kubernetes repose sur plusieurs composants. Il y a tout d'abord le control plane. Dans le control plane, vous pouvez trouver des composants internes tels que la base de données distribuée etcd, le scheduler, le controller manager et l'API serveur qui va permettre d'exposer l'API d'un cluster Kubernetes. À savoir que quand vous utilisez un Kubernetes qui est managé chez un cloud provider, c'est ce provider qui va gérer pour vous les mises à jour, les installations, et du coup, il va vraiment s'occuper de toutes les choses compliquées pour que vous focalisez uniquement sur l'utilisation de Kubernetes. Et ce qui est cool également, c'est que chez OVH, OVH s'en occupe pour un cluster Kubernetes et le control plane est gratuit. Le data plane, quant à lui, va être composé de composants internes tels que le kubelet et kubeproxy qui vont tourner sur chaque node. On va pouvoir interagir avec l'API serveur d'un cluster Kubernetes grâce à kubectl qui est un outil en ligne de commande. Maintenant qu'on a compris, on va dire, comment ça marche de manière simplifiée, on va essayer de comprendre les pods. Nos applications, nos workloads, vont tourner dans des conteneurs qui eux-mêmes vont tourner dans des pods. Kubernetes est un langage agnostique. Cela signifie que vous pouvez déployer des applications, des microservices dans plusieurs langages. Par exemple, le Java et le Python. Allez, petit clin d'œil. Très bon choix, t'as vu. Un pod est la plus petite unité déployable dans un cluster Kubernetes. Un pod peut contenir un ou plusieurs conteneurs et un pod a une adresse IP unique. On va passer à ma partie préférée. Je vais vous montrer des commandes pratiques et utiles à utiliser au quotidien concernant les pods. Pour afficher la liste des pods du namespace myNamespace, on va taper kubectl get pods -n myNamespace. Si on veut créer un pod avec l'application BusyBox, dans notre namespace, on va taper kubectl run BusyBox, -, avec notre image et on va start never, et on lui précise également dans quel namespace avec le -n, myNamespace. Si on veut éditer un pod directement dans le cluster, on va faire kubectl edit pod avec le nom du pod, -n myNamespace. Si on veut supprimer un pod, qu'on a tout terminé ce que l'on devait faire avec, on tape kubectl delete pod mypod -n myNamespace. Et si on veut, si du coup, car on veut vraiment le supprimer maintenant, donc si on veut forcer la suppression du pod, qu'on veut le faire maintenant, on lui donne l'option grace période égale 0. Et ça fonctionne bien. Maintenant, on va évoquer un autre concept qui est très important pour Kubernetes, ce sont les nodes.
Le node est une machine physique ou virtuelle. Nos applications vont tourner dans des pods qui eux-mêmes vont tourner dans des nodes. Donc du coup, nos applications tourneront sur des machines. Et chaque node contient les services nécessaires à l'exécution de nos pods, tels que le container runtime et kubelet. Maintenant, on va passer au deployment, encore un concept important. Les déploiements sont responsables des pods qu'ils gèrent. S'il arrive qu'un pod ne soit plus en bonne santé, alors attends, est-ce que je vais y arriver? Ouais, par exemple celui-là. Kubernetes va créer un nouveau pod et il terminera du coup l'ancien. Les déploiements vont créer un réplica set qui va créer un ou plusieurs pods selon le nombre de réplicas que l'on souhaite. Passons à la partie avec les petites commandes pour les déploiements. Si on veut la liste de tous les déploiements sur le namespace, on n'a que à taper ctrl get deployment -n le namespace. Si on veut créer un deployment de manière impérative, on va utiliser ctrl create deploy avec notre nom de déploiement toujours, -image, quelle image Docker aussi on veut utiliser, -n namespace. Et on peut faire pareil en fait, mais de manière déclarative, en écrivant donc du YAML. Et quand on fait ça, vous voyez un peu donc la structure. Là, ce qu'on dit, on lui dit, je veux un deployment qui s'appelle Nginx deployment, et je veux 3 réplicas. Le nombre de réplicas, ça veut dire que le déploiement va s'occuper d'avoir toujours 3 pods en fait. Et s'il arrive qu'un pod soit en mauvaise santé, comme on lui a dit, je veux 3 pods, il faut qu'il y ait toujours 3 pods qui soient running sur le serveur. Et en bas, on lui fournit la petite image. Si on veut mettre à jour un deployment, c'est facile également. On peut directement lui dire, tu me mets à jour le deployment, mais au lieu de avoir à déployer un YAML, on peut dire juste, tu vas me mettre à jour, je veux que ça soit le même déploiement, mais c'est l'image qui a changé. Donc l'image elle a évolué, tu me modifies en mettant une nouvelle image, et ça va fonctionner. Et si je veux scaler un déploiement à 5 réplicas, on a la commande ctrl scale, deploy, le nom du déploiement, le nombre de réplicas, ici 5, mais si on veut 3, 10, 15, on peut le mettre également. Et -n, toujours dans quel namespace. Et si on veut supprimer, comme d'habitude, ctrl delete, en lui disant c'est un déploiement, le nom de déploiement et où je veux, et où se trouve le déploiement dans quel namespace. Et maintenant, on va s'attaquer aux services. C'est aussi très important en fait. Nos applications tournent dans les pods et ces derniers sont éphémères. Et donc, ils sont mortels. Les services vont permettre d'accéder à nos applications via une adresse IP unique. On va pouvoir assigner à un groupe de pods un nom de DNS unique. Et du coup, pour accéder à notre application My Awesome App, on va pouvoir, via du coup cette adresse, myawesomeapp, le nom du namespace, et après ça sera .svc.cluster.local. Ça va être une adresse pour du coup y accéder. Le groupe de pods ciblé par un service est généralement déterminé par un selector, ce que j'ai représenté ici de manière visuelle. Il existe plusieurs types de services. Cluster IP, notre port, notre balanceur, external name. On va les voir. Le cluster IP, c'est le type de service qui est par défaut. Il permet d'avoir un service à travers une adresse IP, mais qui est interne au cluster. Attention, ce type de service ne sera accessible qu'à l'intérieur du cluster. Le node port sera quant à lui accessible à l'extérieur, mais
via l'IP du node sur lequel il se trouve. Le service load balancer assigne une adresse IP qui est du coup fixe et du coup ça va créer un load balancer qui est externe au cluster. Et en fait, ce qui est cool, c'est que cette solution, elle fonctionne uniquement avec un cloud provider. Donc, quand vous créez un service de type load balancer sur le cube managé chez OVH, cela va créer un load balancer et donc on aura une adresse IP fixe qui va nous permettre du coup d'accéder à notre application. Le service external name, quant à lui, il permet de fournir un alias interne au cluster et qui redirige vers une adresse DNS externe. Donc du coup, les requêtes en provenance d'un pod vers le service seront aussi redirigées vers un site externe. Donc du coup, dans cet exemple, ça sera redirigé par exemple sur scrally.com, par exemple. On va passer aux commandes qui vont permettre d'interagir avec nos services. Allez, attaque. Si on veut la liste des services, c'est comme en fait d'habitude, kubectl get service, moyenne namespace. Si on veut créer un service qui expose un déploiement, donc ce qu'on va faire, c'est on va pouvoir écrire aussi un YAML super compliqué avec plein de lignes, ou bien juste en une ligne. Ce qu'on va dire, c'est je veux exposer mon déploiement qui s'appelle MyDeploy avec un service qui est de type load balancer. On lui donne le nom du service, le port, et en fait, c'est tout. Et du coup, quand on va taper, on va exécuter cette commande, ça va, du coup, comme on l'a vu, créer un service côté cube et qui va créer un load balancer qui va être, du coup, lui, externe. Si on veut créer un pod et après l'exposer via un service, on a aussi une commande. Au lieu de je crée le pod et après je crée donc le service, on peut le faire avec une commande kubectl run mypod, myimage nginx. Ça c'est pour le pod comme d'habitude, et on lui donne le nom du port et grâce au -- expose, cela va du coup l'exposer. Alors, ok, c'est cool. Donc, mon service, il existe. Donc, je veux l'éditer. Ok, kubectl edit service, my service, -n, namespace. Attention, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas éditer le type d'un service, en fait, car le champ cluster IP est du coup immutable. Donc en gros, il va falloir supprimer le service et créer le nouveau service avec son type qui est différent. Maintenant, on va passer au namespace. Aussi, c'est très important vu qu'on a parlé en plus depuis tout le début. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un namespace ? Un namespace, c'est une forme d'isolation. Ça va permettre d'isoler vos applications par projet, par équipe ou bien par famille de composants. Les noms des ressources doivent être uniques à l'intérieur d'un namespace, mais vous pouvez avoir le même nom et qui est dans plusieurs namespaces. Attention, si vous supprimez un namespace, toutes les ressources qui sont à l'intérieur vont être supprimées. Donc c'est du coup très pratique, mais il faut le savoir. Et toutes les ressources ne sont pas à l'intérieur d'un namespace, tout comme le node, qui est du coup la machine, et d'autres ressources, tout comme par exemple les volumes
persistant. On va bien voir les commandes de cette étape. Donc, si on veut afficher tous les pods de tous les namespaces, on a la commande getPod avec -all-namespace ou bien court-grand A. On peut afficher la liste des namespaces, du contrôle get namespace. On peut créer un nouveau namespace avec la commande create. On peut supprimer un namespace et toutes les ressources dedans, comme je l'ai dit, avec kubectl delete ns avec le nom du namespace. Et ce qui est cool en fait, c'est que tout ce qu'on a vu, ça fonctionne dans un cube managé chez OVH. Et du coup, c'est très pratique en fait, car on peut se concentrer en fait uniquement sur j'ai mes applications, je les mets dedans et je n'ai pas du coup à m'occuper de comment je déploie un cluster, comment je l'administre, comment je le mets à jour en fait. C'est un cube qui est managé par OVH et moi du coup je me concentre uniquement sur mon développement et mon déploiement. Et on a également donc un service de registry privé qui est basé sur Arbor. Et ce qui est cool, c'est que et le cube managé et Arbor, et donc le registre sont déployables avec Terraform, Pulumi et avec Crossplane. Et on a également un rancher managé, c'est tout nouveau en fait. Et donc ça fait servir pour gérer plein de clusters Kubernetes différents, quelle que soit la plateforme sur laquelle il tourne en fait. C'est très pratique. Et la petite info, c'est que ça va être en général availability dans quelques jours en fait. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis un petit QR code et bien sûr on pourra en parler après le talk. Pour conclure, en écoutant donc ma créativité et mon imagination pendant une période pas très simple, donc en 2020, j'ai pu créer une nouvelle façon d'apprendre Kubernetes et d'autres également technologies très complexes et j'ai pu montrer que c'était possible. Et j'ai réalisé que ma façon d'expliquer pouvait aider d'autres personnes de métier, d'âge, de métier, d'âge, de culture, de pays très différents. J'adore ces photos en fait. Je suis vraiment fan. Un petit bisou donc à Rémi du coup. Et en gros donc mon objectif avec ce talk, c'était de vous familiariser avec Kubernetes d'une autre manière et de vous montrer que vous pouvez faire appel à votre créativité et à votre imagination pour expliquer des choses simples, même très, très compliquées. Si ce que je vous ai dit, ça vous intéresse, donc j'ai créé des sketch notes et des articles qui sont sur mon blog, qui sont sur Gumroad également. Je les mets à jour, j'en ai fait sur Kube, Docker et même Go. Allez, pourquoi pas. Et donc j'ai fait les petites vidéos sur ma chaîne YouTube. Et les livres sont disponibles sur Amazon donc en vrai, les livres sur Kubernetes et sur Docker. Et je vous remercie en fait. Merci.
j'aime les feedbacks. J'aime les feedbacks. Donc, si vous pouvez m'en donner ainsi qu'à tous les speakers, en fait, ça serait cool. C'est très important pour moi et également tous les autres speakers pour s'améliorer de talk en talk. Donc, je pense qu'il y a le petit QR code qui marche normalement. Il fait des mots peut-être, on verra. Marche ou pas, je sais pas. Et si vous avez des questions, je pense qu'on a le temps. Ouais, donc en gros, ouais, j'en ai fait deux en fait. J'ai fait donc celui-là qui est sur Kubernetes. Amazon, tu peux le trouver. Tu tapes Aurélie Vache en fait, et tu trouves Kubernetes. Et j'en ai fait également, vu que Docker, je l'ai pas mal utilisé, donc j'en ai fait également sur Docker. Je me suis dit que ça peut aider. Ça peut vraiment aider à rentrer dans les conteneurs. Tu rentres d'abord avec Docker, et après tu l'utilises avec Kubernetes. Donc c'est par palier. Docker, je pense. Docker qui va te permettre de packager tes applications. Tu vas permettre de jouer avec Docker. Tu vas packager, tu vas exécuter des conteneurs. Tu vas comprendre comment les conteneurs fonctionnent. Et après, tu te dis, eh ben maintenant, je vais passer à l'étape du dessus. Je vais avoir un cluster Kubernetes et je vais après jouer avec. Ouais, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur en bleu. C'est quoi le prochain sujet à dire? C'est pas cool pour moi, ça. Il y a trop de lettres qui vont pas. C'est quoi le prochain sujet du prochain livre? Eh ben, j'ai commencé Go, mais je ne vais pas faire en Java, en Python, sinon les deux zigotouilles vont faire. Non, alors je suis nul en Python. Java, j'en ai fait il y a très longtemps. Donc je pense que si j'arrive donc à continuer de expliquer Go, mais c'est un langage de programmation, donc c'est super dur, je vais essayer. Si les sketch notes, on me dit c'est utile, si j'arrive à un volume qui me paraît bon, je le ferai en tant qu'en livre vrai, on va dire, je pense. Et après Go, j'en ai qu'une idée. Terraform. J'en fais trop de Terraform. Donc je sais pas, après Go. Si tu as des idées. Oh Python. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'ailleurs, hop. Voilà, c'est mieux. Eh, t'as vu? Goûter pour tout le monde.